peu de retard notre séance. Donc si on peut passer sur le PowerPoint en régie, s'il vous plaît. Donc ce matin, une session dénommée Grand ELA, une sorte de grand oral avec nos 5 intervenants, 5 partis pris. Vous allez le voir, 5, un peu plus même, 5 idées, j'allais dire. Non, un peu plus d'idées, hein, puisque chacun en amène de nombreuses. Et je vous propose donc de débuter tout de suite avec Pierre Croiset. Pierre Croiset ? Merci. Bonjour à tous. Merci. Je suis très content d'être ici, devant cette assemblée si nombreuse. Là, je vois la salle pour une fois, ça a tendance à me déstabiliser un peu. Et j'ai la lourde tâche de démarrer ce round de 5 interventions. Je suis venu vous parler de UX Zmote Mix. Ce n'est pas une personne, c'est un ensemble de concepts. Ce que je voudrais vous dire pour commencer, c'est que quand je voyage, il y a parfois des choses qui ont tendance éventuellement à m'agacer, mais surtout à m'interpeller. Par exemple, quand je suis dans un train, je me pose toujours la question de savoir où sont les prises électriques pour mes matériels électroniques. Ça me trouble, ça me perturbe. Disons que ça me gâche un petit peu le plaisir. Quand je suis en voiture, c'est les prises USB. Je ne comprends pas très bien pourquoi, en 2013, alors qu'à peu près tout le monde a des terminaux dotés de ports USB, on ne nous installe pas systématiquement dans toutes les voitures des prises USB. À ce stade, j'avais prévu de faire une blague avec Nabila Benatia, cette grande chercheuse occidentale. Malheureusement, Ludovic Dublanchet m'a piqué l'astuce hier. Alors j'ai décidé de remplacer mon truc par une spéciale dédicace à Alexis, c'est-à-dire une blague carambar. Savez-vous ce qui est rose et qui aime l'informatique? Un port USB. Merci. Alors, oui, voilà. C'est une blague carambar. Et vous verrez qu'on pourra reparler de carambar un peu plus tard. Mais avant ça, je voudrais vous dire aussi qu'il y a des choses qui éventuellement m'agacent, souvent m'interpellent, quand je visite des sites web du tourisme institutionnel. La première chose, c'est les petits caddies ou les petits paniers. Pourquoi vous mettez des petits caddies ou des petits paniers dans vos sites? Franchement, quand on n'a rien à vendre, ça ne sert à rien. Pourquoi vous mettez sur des sites des choses que vous ne mettriez jamais en place dans vos offices de tourisme? Vous imaginez? Bonjour, je voudrais les horaires des marées, s'il vous plaît. Oui, prenez d'abord un caddie. Cool. Bonjour, je voudrais des informations sur les hôtels. Prenez un panier, madame. On ne le fait pas. La seconde chose qui m'interpelle, c'est ce que j'aurais tendance à appeler le web baroque, c'est-à-dire une petite tendance à la surcharge. Et alors là, j'aimerais... Est-ce qu'on voit mes diapositives? Oui, super, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Le web baroque, c'est la tendance à l'exagération du mouvement, à la surcharge décorative, la tension, l'exubérance, la grandeur parfois pompeuse et le contraste. Wikipédia. Bon, ça donne un peu ça. J'ai fait une analogie rapide entre un site que je ne nommerai pas, situé à peu près au niveau de la capitale de la France, et puis ce décor de plafond. Je pense qu'il y a quelque chose qui montre bien à quel point on atteint souvent des niveaux d'illisibilité assez incroyables pour l'utilisateur. Il y a ça aussi. Bon, c'est la Réunion, je suis désolé, j'adore, mais vous voyez qu'on a masqué une superbe photo qui est censée participer du processus de séduction par un ensemble de choses qui sont plus ou moins utiles. Alors, où est-ce que je veux en venir? Bien, je veux en venir à l'UX, c'est-à-dire, en bon français, l'expérience utilisateur. C'est quoi l'UX? C'est essayer de tenir le plus grand compte possible des besoins de l'utilisateur, en l'occurrence de l'internaute ou du mobinote, de son confort et de son plaisir d'utilisation. Le plaisir étant le summum de ce qu'on peut proposer, partager en matière d'expérience utilisateur. Alors c'est très compliqué de faire ça, c'est très compliqué d'aboutir à cette acmé. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Alors j'ai plusieurs hypothèses à formuler, parce que dans le tourisme, on est quand même habitué à avoir des vrais gens en face de nous, on sait à peu près ce qu'ils veulent, donc on est censé être en capacité de leur donner l'expérience utilisateur la meilleure qui soit. Pourquoi on n'y arrive pas bien?
Première hypothèse, parce que c'est très compliqué, c'est très technique. Si on voulait faire les choses bien, par exemple en matière de web, on ferait des A/B testing, 2 versions d'un site, et puis on verrait celle qui marche le mieux. On ferait également des trames fonctionnelles, des vrais. On appellerait un ergonome. On ne fait pas tout ça. On fait des MindMaster, format A3, caractère 6. Dommage. Deuxième hypothèse, on ne peut pas ou on ne veut pas dégager les budgets. La priorité demeure en général au papier. La preuve, est-ce que vous savez que le pic d'appel d'offres en matière de web se déroule au mois de mars? Pourquoi au mois de mars? Parce que, pour la plupart, vous avez envoyé les BAT aux imprimeurs. Donc vous êtes disponible pour vous occuper du numérique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les agences web avec 3 mois de délai pour sortir les sites. Et dans ces conditions, on n'a pas le temps, forcément, de s'occuper vraiment de l'utilisateur final. Troisième hypothèse, on a un peu tendance à aller à la facilité. C'est-à-dire qu'on va ressortir les vieilles recettes et on va se concentrer sur son nombril, en l'occurrence les élus et les prestataires. Amis élus et prestataires dans la salle, bonjour. Par exemple, les moteurs de recherche d'hébergement sont toujours testés en priorité pour qu'un hébergeur trouve son offre. C'est-à-dire qu'on doit vérifier en tout premier lieu que le gîte Is No Good numéro 8736 à Tamalou-les-Bains est effectivement trouvable sur le moteur de recherche. Donc on conçoit nos sites d'abord pour les prestataires et pas d'abord pour les utilisateurs. C'est dommage, bien entendu, parce que les internautes, nos clients, les visiteurs de notre destination, ils ont des rêves. Ils ont des rêves, par exemple, ils aimeraient bien qu'on réponde à leurs demandes. Ça aussi, c'est très compliqué, c'est ardu. Tous les mois, par exemple, il y a 3 350 000 personnes qui tapent tourisme dans Google. Tourisme tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cherchent ces gens-là? Ça aurait le coup de répondre à cette question, parce qu'on ne sait pas à quoi correspond cette requête. Les internautes aimeraient également qu'on les séduise avec de belles photos. En 2013, on ne l'a toujours pas. Non mais allô, quoi. On est en 2013. Vous n'avez toujours pas de photothèque. J'ai sorti quand même. Les internautes aimeraient aussi qu'on leur dise ce que pensent les autres, c'est les fameux avis. Bah là aussi, on est en 2013, il y a toujours une foultitude de sites institutionnels qui n'ont pas d'avis. C'est pas normal, réveillez-vous. Et les internautes aimeraient enfin qu'on ne leur cache rien, c'est-à-dire qu'on leur donne un maximum d'infos, et pour ce qui concerne l'hébergement en particulier, qu'on leur donne, pourquoi pas, la photo des propriétaires. Remarquez là-dessus, je ne suis pas très sûr de moi. Parce que cette photo des propriétaires, j'ai toujours trouvé ça un peu limite. Je ne sais pas, par exemple, ce qui se cache derrière la photo de monsieur ou madame Cheminée, qui m'a mis des photos de son canapé, de sa table basse 1970. Je ne sais pas, c'est peut-être un psychopathe. De même, derrière les photos qu'on trouve sur d'autres sites, qui se cache vraiment derrière ces photos séduisantes? On ne sait pas. Il y a une tendance cachée psychopathique qui peut amener le doute dans l'esprit de l'internaute. Et enfin, je crois que les internautes ont besoin qu'on leur montre de l'empathie. Vous avez remarqué sur les sites aujourd'hui, alors qu'on est dans le tourisme, on est des gens formés pour l'accueil à la base, on ne dit plus bonjour, on ne dit plus bienvenue. Moi, j'étais content ce matin, quand j'ai badgé à l'entrée, la machine m'a dit « bonne journée ». J'ai trouvé ça chouette. Je trouve qu'on devrait, comme ça, essayer de renouer une relation, même si c'est d'écran à écran, où on retrouve des réflexes qu'on a dans la vie de tous les jours. Alors heureusement pour nous, pauvres pêcheurs, Google a réussi à théoriser tout cela. Et la lumière fut. Sauf qu'évidemment, c'est Google, donc ça ne s'appelle pas lumière, ça s'appelle ZMOT, ou ZIMOT, qui donne le verbe zimoter, en français, verbe du premier groupe. Alors, merci à Jim Lechinsky, qui est l'ingénieur de Google qui a conceptualisé ce truc. Ne pas confondre avec Monica Lewinsky, avec qui Bill a eu une mauvaise expérience utilisateur. Merci. Alors, Jim Lechinsky s'est intéressé au sujet après s'être aperçu que 70% des internautes abandonnent un acte d'achat ou une réservation alors qu'ils sont sur le point de concrétiser. 70%, d'accord? C'est un ratio pire que celui mesuré dans ma jeunesse en discothèque au moment fatidique du slow, lorsque les filles proches du 0 degré of alcool disposaient de quelques microsecondes pour décider, ou non, d'apposer leurs lèvres sur celles de leur vis-à-vis boutonneux. Et encore, à l'époque, les distractions étaient limitées. Et rouler un patin à un mec acnéique était un bon moyen d'occuper son temps. Aujourd'hui, 77% des téléspectateurs utilisent un terminal numérique en même temps qu'ils regardent la télé, ce qui crée une dispersion formidable au niveau des esprits. Et ça aggrave ce fameux « zero moment of truth », qui est la signification de ZMOT.
Cette phase donc où l'internaute, pour un oui ou pour un non, se précipite ou se reprécipite comme un fou sur les moteurs de recherche pour recomparer, re-rechercher une location de vacances, re-revoir des vidéos, re-relire des avis clients, et cela alors même qu'il était sur le point de donner son numéro de carte bancaire. Soit dit au passage, il est assez cocasse de remarquer que Google appelle Zero Moment of Truth le moment précis où on retourne sur ses outils. Je passe. Je passe aussi sur les passionnantes études de Google, que vous retrouverez en flashant ou en scannant ce QR code, pour plutôt me focaliser sur le T de confiance. La question qui résume beaucoup de choses, en effet, après qu'on ait pris plaisir en tant qu'utilisateur à visiter un site web ou à utiliser une application, c'est est-ce que je peux accorder ma confiance à l'entité qui se cache derrière ces interfaces? Alors cette question de la confiance, je trouve qu'elle est centrale dans l'expérience de l'utilisateur. Et je me suis donc interrogé, j'ai pris le temps d'aller compulser quelques sources. En l'occurrence, j'ai trouvé des choses intéressantes du côté de Wafar Cliff, qui est un chercheur d'origine, je ne sais pas. En tout cas, c'était le mieux référencé sur Google quand j'ai tapé confiance. Et il m'a permis de vous synthétiser ceci. Dans les situations certaines, vous n'avez pas besoin de confiance. Mais qu'est-ce qui est certain sur le web ou dans notre vie de tous les jours? Pas grand-chose. Est-ce que je suis certain d'avoir dégoté le meilleur prix pour mon billet de train Bordeaux-Deauville? Est-ce que je suis certain que mon GPS m'indique effectivement le chemin le plus court quand il me dit de tourner à droite? Est-ce que je suis certain que mes lasagnes comportent vraiment de la tomate? La confiance est un phénomène de réduction de l'incertitude, entaché d'une vulnérabilité de l'individu confiant. Méditez cela, mes amis, parce que votre objectif devrait être de réduire les incertitudes de vos visiteurs tout en limitant leur vulnérabilité. Deux variables entrent en ligne de compte. La première, elle est rationnelle. C'est le calcul, l'intérêt, l'expertise. Vos internautes, vos clients, vos visiteurs sont aujourd'hui des experts. N'essayez pas de leur mentir, n'essayez surtout pas de leur masquer des éléments. La seconde composante est émotionnelle, c'est-à-dire que celui qui fait confiance est animé par la croyance que l'autre partie lui veut du bien. L'individu en confiance met donc en veille certains processus psychiques au profit d'un processus affectif. Cette dimension affective, on doit la retrouver aujourd'hui. Alors comment gagner la confiance de vos visiteurs web? Au minimum, éviter qu'ils doutent, car chaque fois qu'ils doutent, ils imotent. On va essayer de faire ça avec une mise en pratique. Alors, je me suis livré à un exercice, c'est-à-dire que j'ai testé la réservation en ligne de location de vacances sur 2 sites concurrents. Je ne les nommerai pas parce qu'ils sont en compétition et c'est assez féroce. Donc, j'appellerai le premier la Française des Gîtes et j'appellerai le second Airbnb, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois d'abord dire en toute sincérité, mais vraiment, faites-moi confiance, que je trouve que les 2 services sont excellents. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je suis donc sur une certaine région assez difficilement reconnaissable. Et la première chose qu'on me demande, c'est de dire où je veux aller. Alors, OK, où je veux aller? Là, j'ai un premier moment où j'ai tendance à zimoter. Parce qu'on me propose une liste de communes. C'est très intéressant, Saint-Aignan-de-Craménil, Saint-Aignan-le-Riz, Saint-Aignan-le-Malherbe, et je ne sais pas. Je ne sais même pas quelle est la ville principale autour de laquelle je vais situer mon séjour, parce que ce que je veux, moi, c'est juste aller en Normandie. D'accord? Et je voudrais juste taper Normandie. Mais je ne peux pas, c'est pas très grave. Donc je finis par choisir une commune au pif. Je m'aperçois soudain qu'il y a un rayon de recherche formidable. Je trouve que c'est une bonne fonctionnalité. Et là, on me dit, attends, est-ce que tu veux 5, 10, 15, 20, 30, 40 autour du point que tu as choisi au hasard? Je ne sais pas. J'ai un deuxième moment de doute énorme où j'ai tendance à zimoter. Ça fait déjà 20% de taux d'abandon. Donc, je finis par choisir 10 km au pif. J'arrive sur une page de présentation d'hébergement et je finis par repérer la location de vacances de mes rêves. C'est du hasard, je vous promets que je n'ai pas sélectionné, mais pourquoi vous riez? C'est pas drôle. Bon, j'ai une photo, je l'agrandis. Bon. Troisième moment où j'ai tendance à zimoter parce que la photo est certainement très honnête. Je ne sais pas, comme on dit souvent, hein, on ne part pas en vacances pour être moins bien que chez soi. Chez moi, c'est un peu mieux, je ne sais pas. Bon, j'ai un doute, j'ai juste un doute, je reste sur le site.
Là, j'arrive en bas de la page. Je n'ai pas d'avis client, rien du tout. 4e tendance azimuthée, je veux aller chercher de la comparaison. 5e élément, tout à coup, on m'informe qu'il y a 5 étapes pour aller au paiement. Pourquoi cette division en 5 étapes? Je ne sais pas. On a pensé qu'il y avait une succession normale d'actions et qu'à la fin de chacune, il y avait une validation. En fait, non, mais on a décidé de me tronçonner le truc. Je pense juste pour que ça tienne sur une page d'écran. Allons-y. Et là, tout à coup, on me demande l'année de naissance de mes enfants. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Si, parce que seuls les enfants de moins de 2 ans sont considérés comme des bébés, sachant qu'on m'a demandé juste avant s'il y avait des bébés. Mais là, on veut vérifier que je n'ai pas truandé en tentant de faire passer pour des bébés des gamins qui ont 11 ans et demi. Vérification. Je poursuis, tout ça est fort bien fait. Assurance annulation, très clair. Je n'ai pas mis de point d'interrogation. Ça, je trouve ça très bien. On m'informe qu'il y a une assurance annulation, qu'elle n'est pas obligatoire. Je coche la case pour la prendre ou pas. Oui, c'est important. Bon, la phase classique où je dois remplir mes coordonnées. Sachant que si j'étais un client fidèle, évidemment, j'aurais un compte et tout serait réglé. Mais ce n'est pas réglé. Et on me demande, ici, mes numéros de téléphone, au bureau et portable ou domicile. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous voulez m'appeler? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas? Je suis au boulot, là. Je suis en train de réserver mes vacances. J'ai 10 minutes. Il y a mon chef qui va arriver. Vous n'allez pas m'appeler. Si je vous donne mon numéro de téléphone, que se passe-t-il? Et là, on commence à zimoter comme des fous. J'arrive vers la fin. J'ai presque fini. Tout est clair. Le tarif a été récapitulé. Tout est cohérent. C'est effectivement ce que j'ai demandé. Je suis prêt à cocher les dernières cases. Vous savez, les trucs qu'on lit jamais. J'ai lu les conditions générales de vente, tout ça. Là. Bon, ok. Et là, tout à coup, un petit détail attire mon œil. Avant de valider, vous devez prendre connaissance du descriptif complet de l'hébergement. Ah bon? Mais pourquoi? Je viens de passer 10 minutes à regarder le truc en long, en large et en travers, et tout à coup on me dit, mais vous êtes sûr, vous avez bien vérifié le descriptif complet? Et là j'ai tendance à zimoter parce que je vais cliquer sur le descriptif complet. Et là je me mets à lire le truc. Je découvre évidemment des choses que je n'avais pas vues avant. Notamment le tarif. Dis donc, c'est pas le même. Et vous faites, je suis en moyenne, en basse ou en haute saison là? C'est plus cher ou c'est moins cher ce que j'ai pris? Et l'équipement, quoi? Les options et suppléments? Il y a un forfait ménage de 40 €, mais vous ne me l'aviez pas dit. Je zimote. J'ai pas fini de zimoter. Et pourtant, ce service est excellent, je le rappelle. Mais c'est des petits détails qui font qu'on arrive à la fin à au moins 70% de taux d'abandon. Paiement. Votre début de séjour est dans 9 jours. Pour que la réservation soit validée, là. Et je vois apparaître tout à coup, paiement certifié par Paybox. Qui c'est? Qui c'est Paybox? Je ne connais pas, je n'ai pas vu la pub à la télé. Je ne sais pas qui c'est. Et je ne peux même pas cliquer dessus. J'ai essayé, j'ai cliqué au moins 10 fois dessus. Je n'ai pas d'informations sur Paybox que je vois revenir ici. Bon, fin de l'expérience. C'est pas mal quand même, on va au bout et je pense qu'il y a des gens qui finissent par réserver. Je vais donc chez le concurrent, Airbnb. Là, j'ai mis des points d'exclamation pour dire, vous comprenez, ça c'est bien, ça me plaît. Donc premièrement, effectivement, j'ai un moteur dans lequel je peux taper à peu près n'importe quoi, même des noms précis de communes. C'est sympa. Derrière, j'ai des petites choses, notamment cette phrase que j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas sûr de savoir où séjourner? Et là, je me dis, oui, ils ont tout compris. Non, je ne suis pas du tout sûr. Je ne sais même pas le nom des villages en Normandie. J'arrive sur la page. Le radius est défini, le rayon, pardon, est défini par défaut. D'accord? Je n'ai pas besoin de lui dire, je veux 10, 20, 30 ou 40 bornes à côté de villes que je ne connais pas. On m'a déjà choisi une zone. Il y a beaucoup moins d'offres que chez le concurrent. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, vous le connaissez, ce site aussi, c'est les commentaires. J'ai des avis utilisateurs qui sont mis en valeur dès la première page. Je ne perds pas mon temps, je vais immédiatement sur les offres qui me paraissent peut-être les plus qualifiées par les internautes ou qui me paraissent les plus intéressantes par les photos. Bon, c'est pas parfait non plus, d'accord? Là, je vois la photo, elle n'est pas mauvaise. Apparemment, sur cette fiche, il n'y en a que 2. C'est pas non plus ultra génial. Mais j'ai la photo des propriétaires. Et je suppose que ce sont les vrais propriétaires, qu'il n'y a pas de psychopathe derrière. Ce que j'aime bien aussi, c'est la petite phrase un peu vendeuse, parfois un petit peu maladroite, amateur, mais qui me montre qu'il y a de l'humain
derrière, c'est assez important. Ah, il y a aussi des anomalies, hein. Contactez-moi dans la journée, temps de réponse. Temps de réponse, qu'est-ce que ça veut dire temps de réponse? Combien de temps ils vont mettre pour me répondre? Et dessous, surtout, ça c'est génial, contactez-moi hier. Je trouve qu'ils ont tout compris, on est toujours pressé. Contactez-moi hier, oui. Ça me plaît. Les commentaires, j'en ai, c'est parfait. J'arrive à la fin quand même, et là je vois quoi? Réservé hors frais de service. Qu'est-ce qu'un frais de service Airbnb? Je ne sais pas, ça coûte 20 €, j'en sais rien, mais c'est un peu comme dans les compagnies aériennes. Je ne suis pas dépaysé, mais ça au niveau de l'expérience utilisateur, c'est quand même pas d'un positif absolu. Et puis j'arrive au chef-d'œuvre, c'est-à-dire le dialogue de vente en un clic, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que tout est regroupé sur une page, il n'y a pas 5 étapes. Donc on a une longue page, une page très très haute, avec un truc au début qui nous dit comment ça marche, et qui commence par nous dire quoi, ce qui est vraiment bouleversant, qui nous dit comment ça marche pour le cas où vous changeriez d'avis après avoir donné votre numéro de carte bancaire, il y a un truc d'annulation qui est prévu qui est génial. Oui, parce que ça m'enlève mon incertitude, ça m'enlève mon doute, et je vais tout à fait en confiance donner toutes mes coordonnées. Bon, on récapitule, conditions d'annulation qui sont répétées souvent. Ça, je l'ai mis un petit point d'interrogation. J'aurais dû mettre un point d'interrogation sur le service concierge. C'est une info lâchée au passage. Vous savez que Airbnb va devenir office de tourisme? Non? Bah maintenant vous le savez. Voilà. Cet hôte peut-il vous appeler pour discuter de votre demande? Ça, c'est crucial. Parce que j'animais l'autre jour un atelier à Limoges où la question est venue sur la table entre des utilisateurs et des prestataires. Et effectivement, vous ne savez pas, vous prestataires, où est l'internaute quand il est sur votre site. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en situation de l'appeler et si vous n'allez pas casser votre baraque en le joignant à un moment où il ne faut absolument pas le joindre. Un dimanche matin parce que vous allez réveiller la petite, un lundi après-midi parce que la personne est au boulot, etc. Sur les options de paiement, je suis passé un petit peu vite. On a ici un Trust E to Verify. Je ne sais pas ce que c'est non plus, je n'ai pas vu à la télé, n'empêche que je peux cliquer et je peux aller voir qu'il y a un truc qui me dit que ce site est validé, certifié, habilité, tout ce qu'on veut vérifier et que c'est génial. Et enfin, j'arrive au moment du paiement avec des petits trucs malins où on va faire de la GRC, c'est-à-dire qu'on va récupérer de l'info et en même temps qu'on me demande nonchalamment mon numéro de carte bancaire, on en profite pour me dire est-ce que vous venez en voyage d'affaires? Est-ce que vous venez nombreux? Et on pose des questions qui serviront à alimenter le fichier client. Voilà, j'arrive à la fin. Je passe rapidement parce que j'ai déjà largement dépassé mon temps, navré pour ça. Je voulais vous faire un petit truc sur Google Flight Search, mais ça sera pour une autre fois. Je vous invite à scanner ce QR code. C'est le blog de Thierry Spencer qui a fait un article très récent sur le parcours client en 13 étapes, qui est très bien fait, qui est une bonne synthèse à partir d'une étude de iVenture. Alors en résumé, qu'est-ce qui fait la différence en une phrase? Ce qui fait la différence en matière d'expérience utilisateur et de SMOT, c'est l'application des bonnes pratiques. Tout simplement, l'effort à faire, c'est d'appliquer les bonnes pratiques, c'est-à-dire loyauté vis-à-vis de l'internaute, transparence, plaisir d'usage, dialogue de vente en un clic et réassurance à tous les étages. Et puis un élément supplémentaire que je trouve important, et je terminerai là-dessus, c'est ce que j'appelle le mix. Alors c'est quoi le mix? C'est la faculté donnée à vos clients, vos visiteurs, de participer à la construction de votre offre. C'est-à-dire, en d'autres termes, donner la faculté à l'individu, entre guillemets, vulnérable, de prendre part à la construction de votre service. Et là, je suis sur mon dernier exemple qui s'appelle Muséomix. Ça n'a rien à voir avec le tourisme, mais c'est très intéressant. Muséomix, c'est une initiative qui consiste à associer les passionnés de musées, ou les fans d'un musée en particulier, à se rencontrer et à rencontrer des scénographes, des électroniciens, des développeurs d'applications, pour renouveler les outils et les modes de médiation. Alors comment ça se passe? Il y a une journée qui est organisée, le musée est fermé au public, seuls les passionnés et les développeurs se retrouvent, il y a un grand brainstorming, on finit la journée par plein de concepts nouveaux pour renouveler les rapports aux œuvres, les rapports aux collections, et à partir de là, il y a un travail qui va durer 3-4 semaines, et au terme des 3-4 semaines, le musée est à nouveau partiellement fermé au public, les développeurs viennent présenter la concrétisation des concepts, tout le monde se met d'accord sur ce qui est présentable ou ce qui ne l'est pas, et après le musée est ouvert à tous, et on partage comme ça une co-création. Je pense que dans le tourisme, nous pouvons faire la même chose, en termes d'aménagement des offices, de mise en scène de la destination, et je pense même que nous devons faire ça. Donc, en conclusion, pour sortir du SMOT, soignez l'UX, et pour soigner l'UX, faites du mix. Merci.
Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, j'invite Alexis à prendre la suite sans plus de transition, puisque nous avons déjà un peu pris de retard. Merci, Alexis. Vous ne croyez pas? Pensez-vous que les choses sont telles que vous les voyez? Je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, c'est un peu compliqué, non, pour tout le monde, hein. Ça bouge vite, très vite. Il y a des tabous qui tombent. Donc on va essayer de regarder les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est important. Qui voyez-vous? Des agents du mal? Certains pensent que ce sont des agents du mal, certains pensent que ce sont des Nazgûl, hein, réellement. D'autres pensent qu'ils sont gentils. Tout gentils. Alors entre les deux, vous choisissez quoi? Et eux là, c'est des touristes? Ou est-ce que ce sont des internautes? Là. Moi ce que je pense, c'est que la vache, elle finit dans Sina Weibo. Hein? Une future star de Sina Weibo, la vache. Donc ce sont des internautes, tout le temps. C'est à l'écran en ce moment. Peut-être que les geeks vous font peur. Vous avez été mordu par un geek déjà? Est-ce que vous avez déjà été mordu par un geek? Ça fait mal, hein, je vous garantis. Les geeks, en fait, c'est plutôt ça, hein, à la base. Hein. C'est des gentils. Hein. C'est des gentils. Je suis content d'avoir trouvé celle-là, elle est pas mal. Mais bon, les geeks, à la base, c'était ça, c'est vieux, ça. Hein. C'est vieux. Et les geeks, ça changeait le monde. Ça sauvait le monde, les geeks. Mes amis de Limelight Consulting, qui sont un cabinet spécialisé auprès des grands annonceurs et des marques, ont fait une petite enquête sur les mentalités face à la crise. Je pense que ça va vous intéresser, on est tous concernés face à la crise. Donc il y a différents types de mentalités, vous allez voir, c'est très intéressant. 18% pensent que, il faut revenir aux fondamentaux, hein. On va faire de la pub bien classique, on va travailler son offre et on va serrer les fesses, ça va bien se passer. 19% ne bougent plus. J'en parle pas trop. Ils ont décidé que... Enfin, c'est le monde d'après. Hein. Vous connaissez le film, je ne vous la ferai pas. 36% refont Verdun. 36% refont Verdun. Ils ont creusé des tranchées, ils ont mis des barbelés. Hein. Ils ont décidé de balancer des grenades de l'autre côté de la tranchée parce qu'il y a les ennemis qui attaquent. On va faire un peu de promo. On va regarder du jour pour le lendemain. Et là aussi, on va serrer les fesses et ça va bien se passer. Et il reste les 26% que j'aime bien, moi. Ceux qui ont décidé d'aller là où l'homme n'a jamais été. Star Trek? Là où l'homme n'a jamais été. Devenir une destination telle que personne n'en a jamais vue, n'en a jamais connue. Réinventer la notion de destination, réinventer l'office de tourisme, réinventer la prestation touristique. Est-ce que vous voulez survivre? Et en 2007, on devait changer le monde, il y a 5 ans. Ça a eu lieu, hein? Le monde a changé. Vous le savez que le monde a changé? Ce que nous vivons ne sont que les symptômes du monde qui a changé. Avez-vous changé? Oui, j'ai décidé d'être un peu violent. Alors, je suis devenu un peu violent dans les présentations parce que récemment en Bretagne, j'avais décidé d'être violent. Mais je ne sais pas s'il y a des Bretons dans la salle qui m'ont entendu ce jour-là, et finalement ils ont trouvé que je n'étais pas assez violent. Donc j'ai décidé d'être un peu plus violent, d'où le requin en entrée de présentation. Alors, ça c'est la caverne de Platon. Vous savez, Platon est un philosophe grec né il y a 3000 ans, et dans son 7e livre sur la République, il utilise une allégorie que vous avez sans doute apprise à l'école. Vous êtes dans la caverne, au fond de la caverne, vous entrevoyez la lumière à l'extérieur, mais la lumière, c'est la connaissance, hein, c'est le monde tel qu'il est, mais vous ne voyez que la lumière, et à travers vos sens, vous avez une vision appauvrie et déformée de la réalité. L'un de ces braves personnages, en bas à droite, là, qui sont enterrés au fond de la caverne, décide de sortir. Il rencontre le monde extérieur, il est aveuglé par la lumière, et puis, une fois que l'aveuglement se dissipe, il voit le monde tel qu'il est, il accède à la connaissance. Là-dessus, il revient dans la caverne retrouver ses potes, il leur explique le monde tel qu'il est, et il le tue. Parce qu'il ne dit pas la vérité de leur sens. Êtes-vous dans la caverne de Platon?
Pour les plus jeunes, Matrix, c'est exactement la caverne de Platon, Matrix. Hein. Et Morpheus vous demande si vous voulez voir le monde tel qu'il est ou tel qu'il semble vous apparaître dans la matrice. Êtes-vous dans le réel? Percevez-vous le monde d'aujourd'hui tel qu'il est? Ceci est une équipe de campagne présidentielle qui a fait gagner cet homme, et ceci, vous le savez, est la première photo officielle de sa victoire. Il remercie sa première supportrice, et avec elle, l'ensemble des autres abeilles qui l'ont aidé à gagner le remercient. Regardons un tout petit peu plus près. Nous avons un directeur technique, un spécialiste des données de trafic, un développeur. Obama a fabriqué son propre CMS, hein, son propre logiciel de gestion de contenu pour sa campagne. Un type qui s'occupe du comportement des utilisateurs, dingue. Un spécialiste des données, un type qui s'occupe des data centers. Vous savez, votre hébergement, là, votre site qui rame, où il faudrait rajouter du gaz un peu pour que ça aille plus vite. Hein. Le monsieur d'Amazon a dit qu'une milliseconde, c'était $1 milliard de chiffre d'affaires. Hein. Un type qui s'occupe des réseaux sociaux, un type qui s'occupe de collecter l'argent en ligne, et une dame qui envoie des emails, qui a fait gagner quelques centaines de millions de dollars à elle toute seule. Ils sont jolis, non? Vous voyez les communicants là-dedans? Vous voyez un webmaster? Vous voyez un stagiaire? Non? Connaissez-vous Kickstarter? Kickstarter est un service américain qui collecte des fonds sur des projets. Vous n'allez pas voir les banques, vous n'allez pas chercher des subventions, vous ne faites pas ce genre de choses. Vous proposez sur cette plateforme un projet, des gens vous donnent de l'argent pour qu'il existe. L'année dernière, 2,24 millions de personnes ont donné 320 millions de dollars pour financer, ça vient, 18 000 projets. Mais ça, c'est rien. La semaine dernière, Véronica Mars, qui était une série américaine que le studio avait arrêtée, va devenir un film parce que 46 000 personnes ont donné pratiquement 3 millions de dollars pour que ce film existe. 9 jours. 9 jours. Alors vous allez me dire, ça c'est les Américains, c'est aux États-Unis, etc., etc. Mais non, on a du bon gros biscuit bien français qui fait exactement pareil près de chez nous. Connaissez-vous le slip français? Qui connaît le slip français dans la salle? Allez, 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 on lève les bras. Voilà. Alors le slip français, c'était une boîte à Périgueux qui faisait des sous-vêtements et qui allait mourir à cause des Chinois. Et qui a été reprise par des petits jeunes qui n'en veulent, qui bien avant Montebourg ont décidé de mettre en avant le Made in France. Ils ont fabriqué, pour commencer, la journée du slip à Périgueux, je ne plaisante pas, ça existe toujours. Et ils ont développé une collection qui cartonne, en jouant complètement sur la fibre nationaliste, n'ayons pas peur des mots, dedans le slip, et il y en a aussi pour vous, mesdames. Et beaucoup à travers les réseaux sociaux, ça va de soi, hein, on mobilise les gens. Alors, le slip français a décidé de faire la rupture technologique du slip. Il a décidé de fabriquer le slip qui sent bon. Alors c'est très technologique, hein, c'est des petites capsules de parfum dans le tissu du truc. C'est important, il faut fabriquer une chaîne, tout ça, etc. Est-ce que vous croyez que le slip français a été voir son banquier? Non. Ils ont lancé une contribution auprès de leurs clients. Ça, c'était 3 jours plus tard. Ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, ils sont à 150% de collecte de fonds, donc le slip qui sent bon va exister grâce à ses clients. Est-ce que vous avez compris? Dans le monde d'aujourd'hui, je n'invente pas un produit, je le fabrique, je le mets sur le marché. Non. Je fabrique ce produit avec les clients que j'ai déjà, qui le préachètent et qui le financent et qui décident qu'il mérite d'exister avec leur argent à eux. Les gens soutiennent ce en quoi ils croient. Est-ce que vos clients croient en vous? Est-ce que vous savez si vos clients croient en vous? Oui, j'ai mis des Playmobil, Pierre. Ça, je l'ai déjà dit dans une présentation, c'est un Polaroid et le Polaroid est mort. Polaroid est mort parce que c'était des chimistes qui n'avaient pas voulu voir arriver l'électronique. Mais les fans de Polaroid se sont mobilisés, ont racheté la chaîne de fabrication des pellicules, l'ont réinstallée chez Ilford, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours acheter des pellicules pour Polaroid et même des Polaroid eux-mêmes, même si la marque est morte.
les gens ont décidé que ce produit ne devait pas mourir. Donc les gens décident que des produits ne meurent pas. En 2009, le patron de Nike a dit ceci, et c'est une phrase que j'ai marquée en gros dans la salle de réunion de l'agence, hein, notre travail et votre travail, c'est d'être connecté à vos clients. C'est pour ça que Nike a fait ceci. Nike n'est pas juste un fabricant de chaussures et de vêtements pour le sport. Il propose du service et de l'électronique. Ceci est un Nike Fuel, peut-être que certains d'entre vous en ont. Nous portons tous beaucoup de ce genre de produits. Moi-même, j'ai un produit concurrent ici, là. C'est un petit truc qui monitore votre activité physique. Ce petit truc me dit le nombre de pas que j'ai fait dans la journée et la consommation de calories que j'ai effectuée. C'est ce qu'on appelle de la quantification de soi. Hein. C'est un phénomène très marquant en France. Et c'est pour ça que vous voyez ce genre de choses dans vos flux sociaux. Hein. À travers leur bracelet, les gens vous balancent dans la tête que eux ils font du sport et que eux ils vont bien et que vous êtes un gros naze à pas vous bouger vos fesses. Voilà. Mais là il y a mieux. Ça c'est trois amis de l'agence, 3 collaborateurs qui ont ce bracelet, qui ont donc été invités par Nike à Paris pour courir le 10 km dans Paris. Et là, c'est le poster qu'ils ont reçu parce que quand ils passaient place de la Concorde, il y avait 50 photographes pour prendre les 10 000 concurrents en photo qui recevaient tous un poster individuel avec leur performance. En bas à droite, c'est loin, vous ne le voyez pas très bien, et qui sort du bracelet. Le résultat de tout ça, moins de pubs. Et vraiment un travail avec les clients. Et encore une fois, Nike maintenant vend de l'électronique et des services. Ceci est Innocentive. C'est une entreprise qui propose d'externaliser la recherche et développement sur le public. Vous avez un problème de R&D, votre service de R&D ne va pas assez vite, vous avez besoin de nouvelles idées, pas de problème, vous allez balancer un concours et vous allez demander à qui que ce soit sur Terre de répondre à votre problème et vous allez gagner une prime si vous savez résoudre un de ces problèmes de chimie, par exemple. À votre avis, ça existe depuis quand, l'externalisation de la recherche et développement sur le public ? 11 ans. Cela fait 11 ans que ce service est complètement existant, banalisé, rentable, une solution parmi d'autres pour n'importe quel directeur de recherche et développement d'un groupe industriel. Fiskars, à la fin de la décennie dernière, a eu un problème. Les fameux ciseaux orange sont tombés dans le domaine public. Que faire ? Eh bien, ils se sont tournés vers les dames qui font des trucs avec des bouts de tissu. Vous savez, ils leur ont donné une caisse de ciseaux et ils leur ont proposé de venir jouer sur une plateforme où elles allaient présenter ce qu'elles faisaient avec. Résultat. Soch, marque d'entrée de gamme de Orange, n'a pas de service client, n'a pas de SAV. Les gens le font. Ceci est le forum de Soch. Etsy, qui connaît ? Qui connaît Etsy ? Ah, il y a un bras là-bas. C'est tout ? Etsy est une plateforme d'intermédiation pour les néo-artisans. Les néo-artisans, vous en connaissez plein, c'est ces gens qui fabriquent des choses près de chez vous, qui habitent dans votre quartier et qui vendent dans le monde entier. Ils le font à travers ce genre de site, qui propose au monde entier d'acheter de la production artisanale. Il y a un réel mouvement, je vous garantis, c'est la prochaine révolution, du retour de l'artisanat par le public qui va vendre directement en ligne. Voici les chiffres de Etsy pour l'année dernière. Alors ça, c'est un exemple, hein, une dame qui fait de la couture. Bon. Voici les chiffres de Etsy l'année dernière. Je vous laisse méditer. Et ça, c'est quoi ? Vous savez, ils ont des problèmes Airbnb en ce moment. Hein. Il y a des municipalités qui attaquent les particuliers qui proposent des hébergements dans Airbnb au motif que ce ne sont pas des meublés de tourisme. Mais vos prestataires de tourisme, vous ne croyez pas qu'ils vont y aller, eux ? C'est déjà le cas. Hein. Ce n'est pas juste du C2C, hein. Ce n'est pas que du particulier au particulier. C'est un Etsy du tourisme. Ça ne vous inquiète pas ? Et ça, c'est quoi ? Vous savez que à l'échelle d'un CRT en France, j'ai découvert ça récemment, Booking emploie
plusieurs dizaines de salariés pour référencer et classer les hébergements. C'est pas le boulot de certains d'entre vous, ça? Si vous êtes un CDT ou un CRT et que vous découvrez que Booking emploie 20, 30, 40 personnes à l'échelle de votre région en emploi à plein temps pour faire du travail de classement et de référencement des hébergements, c'est quoi Booking? C'est une centrale de réservation ou il fait votre boulot? Ça, je veux dire, notre secrétariat du tourisme a fait un nouveau classement des hôtels, mais moi ça je le vois sur les guichets hein, des hôtels. Qui fait quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que choisit le consommateur? Vous avez le choix, mais il ne faut pas avoir peur. Alors lui aussi nous l'a dit. Alors, pilule bleue ou pilule rouge? Le monde réel ou le monde tel qu'il vous semble? Pour réussir à l'ère d'Internet, je vous donne la recette, il faut le manger et il faut devenir autre chose. La télé l'a fait. La télé a mangé Internet, elle est sortie du téléviseur et aujourd'hui vous la regardez sur votre tablette ou sur votre ordinateur en replay. La distribution, ça vient à manger Internet et à inventer le direct, ce truc étrange où vous achetez en ligne pour aller chercher le carton à la fin. Ils le font tous. Mais il faut faire vite. Selon les analystes, la fin de la distribution Internet, c'est 2015. Nous sommes à 90% de fin de chargement de la révolution sociale et économique que représente le numérique. Déjà en 2004, il ne suffisait plus d'être sur Internet, il fallait en faire partie. En 2010, certains d'entre vous m'ont peut-être entendu à Toulouse parler des abeilles et dire qu'Internet avait disparu tellement on n'y pense plus et tellement on s'en sert tout simplement. 2015, c'est bientôt, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le train va partir de la gare. Il est temps de faire un choix. Alors, ne faites pas de Harlem Shake, hein. C'est déjà fini les Harlem Shake, hein. On est d'accord hein? C'est complètement terminé. Votre attitude est plus importante que les outils que vous utilisez. On s'en fout des outils. C'est votre attitude, votre choix de décider de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez devenir. Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère choisir le futur, puisque a priori, c'est là où je vais passer le reste de ma vie. Donc je n'ai pas trop envie de rester dans le monde d'avant. Pensez bien que, je vous ai mis Star Trek tout à l'heure, que l'important, ce n'est pas le vaisseau, c'est le chemin. C'est le chemin qui compte, pas le fait d'arriver au bout. Et pas de savoir si vous le faites avec un 4x4, ou si vous le faites avec des chaussures. L'important, c'est le chemin. Vous avez le choix. Pilule bleue, pilule rouge, il reste peu de temps. Merci. Merci Alexis. Donc le compte à rebours est entamé, 646 jours. Claude, je te demande de bien vouloir prendre la succession avec un message au moins aussi positif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les élus intercommunautaires, Mesdames et Messieurs les élus des communes, des offices de tourisme, des CDT, des CRT de notre pays qui participaient à cette première édition de tourisme numérique en cette ville de Deauville où Top Reza a pendant des décennies donné le tempo du tourisme international et qui frémit aujourd'hui aux Canaries du e-tourisme avec vous tous, mes amis. J'aimerais m'interroger sur ce qu'il reste de l'intérêt général dans le domaine du tourisme et du voyage. Eh bien, le voyage, justement. Non pas cette transportation frénétique de nos corps en des temps très déterminés, entre le 15 juillet et le 15 août, pour aller nous masser comme des hordes sur des plages surpeuplées, mais ce voyage intérieur, cette expérience de vie à la rencontre de soi et à la rencontre de l'autre, que Michel Onfray, quelqu'un qui travaille, je crois, dans la région, a magnifiquement écrit dans un livre qui s'appelle « La théorie du voyage » et que je vous invite à lire pour vous inspirer et redéfinir ce qu'est l'intérêt général. Alors, je vois
Ludo qui me fait des gros yeux parce qu'il m'a dit il faut être dans le concret là. Déjà ton sujet, l'intérêt général, il y a des privés dans le tourisme, donc ce n'est pas vraiment leur problème. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur notre sujet et voir qu'est-ce qui reste de l'intérêt général. Eh bien, il y a la France. Et à l'intérieur de la France, il y a des organisations qui s'appellent des offices de tourisme. Ce que vous voyez là, c'est quelque chose qu'on a fabriqué avec Sophie Marnier, qui dirige la FROTSI Limousin, avec un groupe d'une dizaine de responsables en début de cycle de formation sur la définition de leur territoire. On les a fait parler, on a tapé à fond la caisse ce qu'ils disaient, et on l'a rentré dans un zinzin qui fabrique des nuages de clés automatiques, et on voit que l'intérêt général, c'est fondamentalement une affaire de territoire, une affaire de stratégie et une affaire d'élus. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué, surtout que reste-t-il de l'intérêt général? Eh bien, il y a la France, en perte structurelle de part de marché. Il y a nos meilleurs professionnels en compétition mondiale avec des opérateurs qui ont des niveaux de charges sociales qui n'ont rien à voir avec celui d'un pays développé qui vend l'intérêt général à ses habitants. Sur tous les territoires, il y a des prestataires très agiles qui s'en sortent tout seuls, qui achètent des mots-clés, qui gèrent leurs avis clients, alors que d'autres sont au bord de l'asphyxie. Alors, que reste-t-il de l'intérêt général dans ce milieu du tourisme qui manque très souvent de méthode? De par mon grand âge, je peux vous proposer un petit voyage archéologique qui va nous amener, il y a longtemps, au début de l'Internet, à l'heure où un polytechnicien, pour faire comprendre le lien hypertexte à ses collègues de la DATAR, avait été obligé d'inventer un conte de fées avec des notes de bas de page qui renvoyaient à la page suivante pour suivre l'histoire, et puis c'était tellement barbant qu'il avait mis une histoire tout à fait cochonne entre le prince charmant et la princesse pour que finalement les gens aillent au bout de l'histoire et comprennent ce qu'était cette révolution qui arrivait. Et j'ai choisi d'arrêter le compteur en 1996, qui est probablement la date fondatrice pour le e-tourisme d'intérêt général. Et j'ai fouillé dans les archives et j'ai retrouvé quelque chose que je vous présente ici, qui est ma première pièce archéologique. Il s'agit d'un fax. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, un fax, c'était une machine communicante dans laquelle on rentrait une feuille de papier sur laquelle on avait écrit des choses ou éventuellement qu'on avait tapé avec une machine à écrire, qui faisait une petite sonnerie et puis magiquement, à l'autre bout, un autre appareil à peu près de la même façon, avec un papier qui avait méchamment tendance à s'enrouler dans une espèce de chose, sortait exactement le même document. C'était la communication moderne des années 96. Alors, on note deux choses sur ce document, en dehors du magnifique logo de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme. On note d'une part que le e-tourisme est entré dans l'intérêt général par l'informatique, puisque vous voyez qu'il s'agit du compte-rendu de la réunion de la commission informatique du 30 avril 1996. Et l'on voit autre chose aussi de tout aussi important, tout en haut à droite, vous le voyez peut-être, ce fax est arrivé le 23 janvier 1997. 30 avril 1996, 23 janvier, 9 mois. Vous voyez que la communication d'intérêt général n'allait pas tout à fait à la même vitesse qu'aujourd'hui. Alors, au-delà de ces constats tout à fait intéressants sur le plan archéologique, regardons 2 minutes quelles ont été les décisions fondatrices de cette réunion où finalement, les 3 premiers geeks du e-tourisme ont amené leurs collègues à prendre 2 décisions fondamentales. Alors, je ne gâcherai pas mon plaisir, je vais vous donner le nom de ces 3 premiers geeks d'intérêt général. Il y en avait un qui s'appelait Jacques Baggio, qui était directeur du CRT Poitou-Charentes, un autre qui s'appelait Guy Julien, qui était directeur du CRT Languedoc-Roussillon, et puis le troisième travaillait en Bourgogne. Et d'après ce que j'ai entendu, il continue à être un des geeks du tourisme, et il s'appelait Jean-Louis Laville. Comme quoi, ces 3 personnes sont responsables de 2 décisions majeures. La première, ça a été le lancement du serveur national de réservation. Alors, s'il y a un ANT dans la salle, c'est-à-dire un archéologue numérique du territoire, je lui propose un sujet de thèse de Raisin France à Exatourisme, épistémologie de la pensée d'intérêt général en matière de réservation touristique en France. La deuxième décision qui a été prise lors de cette réunion, c'était de lancer Tourin France, le format commun d'échange de données. Pour tous ceux d'entre vous qui un jour ont souffert à collecter, saisir, traduire, interopérabiliser des systèmes d'information touristique, je
connaît le nom de tous les participants à cette réunion, donc les responsables de votre souffrance, je pourrais vous les donner après ma présentation. Pour l'archéologique numérique du territoire, je tiens également les 3 disquettes d'installation de la station de collecte qui avait été développée à l'époque. Et là également, s'il a encore la machine qui lit l'appareil, je le tiens à sa disposition. Que disait à l'époque la philosophie d'intérêt général? La philosophie d'intérêt général de l'époque parlait d'exhaustivité. Et cette exhaustivité a motivé ce qu'étaient les animateurs numériques de l'époque, les geeks de l'époque. Et ils ont réalisé quelque chose alors que Booking n'avait même pas encore été créé. Ils ont réalisé l'agrégation de 20 000 hôtels, ça devait être en 97, quelque chose comme ça, 20 000 hôtels sur une seule base de données. Mais en fait, personne ne l'a jamais su. Il y a juste eux qui l'ont su. Entre-temps, les moteurs se sont développés et aujourd'hui, nos amis qu'on voyait tout à l'heure sont tout à fait capables de répondre à l'exhaustivité de la demande de nos clients. Et l'exhaustivité, j'en suis sûr, n'est plus une valeur d'intérêt général. Ce serait peut-être même un handicap à l'heure où les clients veulent du conseil et les meilleurs pros de l'exigence de la part des organismes publics. Alors on me dit, ok, les meilleurs pros, oui, mais moi, sur mon territoire, j'ai des gens qui ne comprennent pas toutes ces technologies, qui sont en retard. Et il faut les aider, ok, mais si on veut les aider, l'intérêt général, ça s'appelle la formation, mais la formation dans le tourisme, c'est compliqué. Il n'y a pas une OPCA commune à l'ensemble des secteurs. À ce moment-là, si on veut faire de l'intérêt général et qu'on veut faire de la formation, il faut faire une véritable ingénierie de formation. Parce qu'on veut des offres de qualité. Ok, la qualité, j'ai mon label, on l'a vu tout à l'heure. 10 ans de travail pour amener un propriétaire d'hébergement touristique vers la qualité, alors que TripAdvisor et le 2.0 font les commentaires en temps réel. Si on veut faire de la qualité en matière d'intérêt général, aujourd'hui, il faut être en capacité de faire de la sélectivité, il faut être capable de faire du storytelling, il faut être capable de monter en valeur sur les contenus. Et pour ça, il faut de l'animation. Oui, mais l'animation, c'est compliqué, alors on a trouvé la solution. Papa Pierre forme des animateurs numériques du territoire. 70 heures d'investissement pour que quelqu'un soit capable de faire bouger son territoire. Ok, et après, on l'envoie en slip, sans mauvais jeu de mots, devant un élu qui a déjà eu du mal à comprendre le tourisme, qui ne comprend rien au e-tourisme, devant un conseil d'administration d'Office du tourisme qui lui dit « tes trucs de Pierre Éloi, c'est bien, mais là, va t'occuper de l'expo de peinture parce que c'est la femme du président qui s'en occupe depuis 10 ans ». Et on arrive même à des cas où la personne qui, après avoir fait le stage, pour faire le site internet, monte dans les bureaux et ses collègues lui font la gueule parce qu'il échappe à son tour d'accueil et il est monté à l'étage des chefs. Si on veut faire de l'animation du territoire dans le domaine de l'intérêt général, il faut être capable de définir des projets du territoire, être capable de soutenir les gens qu'on a envoyés en formation dans leur métier. Alors on me dit, ok, mais il y a la commercialisation. La carence du privé, elle n'existe plus depuis 10 ans en matière de commercialisation touristique et en matière de vente en ligne. Les destinations, même dans les stations les plus pointues, ne seront jamais que des dealers de deuxième zone, tels qu'on les a évoqués hier pendant l'atelier. Mais ça fait du bien de dire « j'offre la réservation aux prestataires de mon territoire ». Ben, si on veut faire de l'intérêt général en matière de commercialisation, commençons par financer nos organismes de tourisme sans leur demander d'aller chercher de la recette de bouche en faisant de l'hôtellerie de façon marginale ou de la billetterie. Et si jamais on se lance sur la vente en ligne, qu'on ait au moins la décence de former ses collaborateurs à savoir ce que c'est que réellement une campagne qui a un véritable retour sur investissement en matière de réservation. Alors la commercialisation, on a oublié. Aujourd'hui, on travaille sur le communautaire. Et tout le monde sait que plus personne n'achète s'il n'a pas la possibilité d'aller consulter un avis consommateur. Mais le 2.0, ça va plus loin qu'une page Facebook. Et l'animation d'une communauté, c'est un équivalent temps plein à plein temps. Ce que dit d'ailleurs le mot équivalent temps plein. Et là, on arrive à un problème, parce que l'intérêt général en matière de 2.0, ce serait peut-être de se donner les outils d'analyse de ce nouveau phénomène qu'on ne maîtrise pas bien. Et puis, ce serait peut-être de se donner les moyens d'avoir les frais de fonctionnement de l'animation. Oui, mais alors les frais de fonctionnement, mon directeur général des services, il ne veut pas en entendre parler. Alors on dit, OK, on va trouver une autre solution, on va faire de la mise en scène du territoire. Et comme pour les animateurs du territoire, des formations structurées, intelligentes, permettent aux gens de faire bouger leur territoire. Sauf que là, c'est encore pire que l'ANT. Parce que la personne qui a fait metteur en scène, elle arrive sur son territoire et elle se fait cisailler par la stratégie du CDT ou la stratégie du CRT qui n'est pas coordonnée avec l'animation locale du territoire. Donc si on me parle d'intérêt général, qu'on me parle de mise en scène de ménage, c'est-à-dire que l'on prenne le courage de faire ce que demandent les professionnels, c'est le ménage dans ce millefeuille touristique. Alors on a trouvé la solution. On dit la gouvernance. Oui, mais la gouvernance, c'est compliqué. Je vais juste prendre un sujet, celui des marques touristiques. Vous savez,
ta marque, elle est bien, mais ma marque, elle est plus costaud. Non, c'est la mienne qui est plus costaud. Mais non, c'est la mienne, tu n'as rien compris. Alors on se base sur des marques à coût de 50 000, 100 000 euros de budget. En France, chaque année, pour vendre des vacances aux Français, 450 millions d'euros sont dépensés. Donc quand j'ai 50 000 euros et que je dis que ma marque, elle est plus forte que la tienne, je ne suis pas sûr que je suis dans l'intérêt général. Alors comme on est en France, on a trouvé la solution et on va régler la question de la gouvernance par la loi. J'appelle l'article 46. On peut en discuter, on va attendre que le débat parlementaire fasse son boulot, mais moi je suis certain d'une chose, c'est que quand on regarde sur un territoire donné le CRT, les CDT et les offices de tourisme, la grosse partie du budget, elle va sur les ressources humaines. Et quand on parle de gouvernance, il s'agirait peut-être de s'attaquer à la question des ressources humaines. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que finalement, le fond de l'intérêt général, ça repart de la stratégie, ce que nous disaient d'ailleurs tout au début nos responsables d'office du tourisme en Limousin, puisqu'ils nous disaient que c'était du territoire, c'était de la stratégie et c'était des élus. Redéfinir le sens de l'intérêt général dans un monde qui a radicalement changé en 646 jours, redéfinir la logique entre le cadre de séjour, le cadre de loisirs et le cadre de vie, redéfinir une stratégie avec l'habitant, les associations, les professionnels et le client en coproducteur. Ok, mais comment? Ben, en se basant sur la compétence, parce que dans tous ces organismes, la compétence, elle existe. La compétence, c'est la seule valeur, sans parler de la masse salariale, c'est la seule valeur qui permet de conduire des opérations d'intérêt général qui ait un réel retour sur investissement sur les territoires. Le seul problème, c'est qu'aucune structure n'a à elle toute seule l'ensemble des compétences qui sont nécessaires au développement touristique du territoire. Et ce voyage vers la redéfinition de l'intérêt général, c'est un voyage que nous avons à faire ensemble. Oui, mais moi, comment est-ce que je peux participer à ce voyage? 3 clés très rapidement. Le premier, c'est la liberté. La liberté d'oser se faire confiance à soi-même. La liberté d'oser faire un pas de côté et de travailler avec sa personne que tout le monde vous dit ne pas être fréquentable. La liberté d'oser parler à son élu pour lui expliquer que les choses ont changé et que peut-être l'exposition de peinture n'est pas la meilleure façon de mobiliser les hôteliers ou les responsables d'activité de son territoire. Oser innover, oser essayer et aussi oser se faire plaisir, parce que le travail sans plaisir, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Deuxième clé, la responsabilité. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Liberté sans responsabilité n'amène pas véritablement à un grand chemin en matière d'intérêt général. Dépasser son ego, ne pas imaginer que l'échelle de son service mobile soit forcément l'échelle de son office de tourisme, se remettre en question et se poser véritablement la question s'il faut faire du SAMU numérique sur des prestataires qui n'ont pas réinvesti depuis 10 ans dans leur hôtel, mesurer sa responsabilité quand on est une grande station et qu'on a un arrière-pays à faire vivre et à développer, qui par ailleurs est juste l'endroit où les clients qui dorment dans l'hôtel chez moi vont faire des randonnées. La solidarité aussi, parce que de la même façon qu'un territoire touristique est un ensemble d'endroits où les gens vivent, se détendent et passent des séjours, de la même façon, la communauté touristique est quelque chose qui se doit d'être solidaire entre les partenaires publics et les partenaires privés, et plus encore entre l'ensemble des partenaires publics. Parce que la valeur du voyage, on l'a vu tout au début, c'est de grandir ensemble. Donc, liberté, responsabilité, solidarité individuelle, collective, publique, privée, entre les grands, les petits, basée sur les compétences, en réseau, c'est une solution pour le développement de l'intérêt général en matière de tourisme. Alors pour finir ma conclusion, j'ai fait appel à un autre philosophe de la fin du XXe siècle. Ce voyage à engager ensemble a besoin de chacun de vous. Mais par contre, toujours du même philosophe, n'hésitez pas à devenir gangster, parce que l'ensemble des contraintes qui s'imposent, l'ensemble des gens qui vous diront que ce voyage est impossible, l'ensemble des freins qui vont brider vos initiatives est tellement forte qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à travailler en dehors du cadre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claude. Et maintenant, presque, Pierre-Éloi va donc nous rejoindre sur scène en musique.
Un peu de légèreté dans ce monde de brutes. Vous êtes vraiment méchants, les gars. Ok, on parle de slip. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est... Alors oui, désolé, hein, j'imite un canard aujourd'hui. Un peu la crève. Non, désolé, je vais parler comme un canard, mais je vais vous parler des démos qu'on va passer en dîme. Les démos, c'est... Pardon, Paul. Les PDD en français pour Paul, les promoteurs de destination, les destinations marketing organisation. Le DIM, je vais vous en parler. Alors c'est vrai que le DIM, vous envoyez des petites boîtes, il n'y a rien dedans pour le moment parce que ça n'existe pas. Pour le moment, c'est du vent. Ce vent, en fait, nous, tous, là, ce que je vous invite à faire ce soir, si vous restez, c'est aller à la fameuse fête du slip. On n'a pas fait exprès avec Alexis. La fête du slip, elle va se passer à la station DIM. Pour aller à la station DIM, c'est vrai qu'on va tous revenir un peu vers Paris peut-être ce soir. On va prendre le métro. On va partir de l'Internet du mois. À l'Internet du mois, on va changer à la station Internet de séjour. On va passer à la station site de séjour. Et on va aller jusqu'à la station Smart Data. Smart Data sur la ligne Yield Management. Petit coucou à Thomas Young qui va intervenir aussi sur la notion de Yield Management. On va voir comment ne pas la galvauder. Et grâce à tout ça, on va essayer de voir comment on peut arriver jusqu'à la station DIM, la fameuse fête du slip. Si ça vous dit avec moi, CE1, Pierre-Éloi, alors je vais me mettre là. À toi, mon SIT, si souvent critiqué, toi qui te sens si isolé, quand le site tu dois animer, parce que ton expert de destination a depuis longtemps donné sa démission. Quand il est nécessaire de privilégier, il préfère nous infliger, Claude, l'exhaustivité. C'est vrai que pour une fois, je kiffe les cités, parce qu'en général, on nous dit qu'on les aime pas. Bah oui, on les kiffe, les cités. On va voir que le DIM est le pote du SIT, un SIT hyper qualifié. Un SIT, non pas de la fête du football club, le loto du football club du samedi soir, mais on va voir autre chose. Une destination, sans doute... qu'on va dans le sens de mes chers confrères qui sont intervenus avant, une destination ne se vend pas pareil à ceux qui découvrent la destination ou à ceux qui redécouvrent. Je prends des exemples très bateaux. Hein. Alors moi, je suis à Bordeaux. Je découvre Bordeaux. Je vais faire la visite classique des 10 sites touristiques à voir avec le tour guidé. Je reviens à Bordeaux. Je vais peut-être me faire Bordeaux en sous-sol. Bordeaux dans des lieux insolites. Ma destination, je ne la vends pas pareil aux intercontinentaux. Et puis, on n'a pas fait exprès non plus, mais ce slip français, visiblement, aujourd'hui, il a la patate. Je ne le vends pas pareil aux locaux, aux nationaux et encore plus aux locaux. Donc là, mon intérêt, c'est de voir aussi comment mon SIT, mon fameux SIT, va pouvoir m'aider à passer le contenu pertinent à la bonne cible là-dedans. Ma destination, désolé, hein, je suis en apnée, je suis Jacques Mayol aujourd'hui, donc avec le micro, ça fait... Alexis, je suis ton père. La destination, ça va pas pareil en mars, en mai, en août. Alors c'est vrai que Papa Pierre, il fait beaucoup d'ANT, et il y a beaucoup d'ANT qui sont des ANT-têtes. Alors c'est vrai qu'il a une sensibilité féminine un peu surdéveloppée. C'est vrai qu'il adore faire des soins, des masques de fer avec un peu de crème exfoliante pour ouvrir ses pores, nettoyer tout ça, puis remettre une crème astringente pour refermer tout ça. Enfin, moi, je maîtrise tout ça avec les déjeuners qu'on peut avoir à midi en ANT. Et je sais très bien qu'au mois d'août, les filles, vous ne mettez pas de collants. Mais moi, au mois d'août, je ne vous vois pas, je suis toujours en vacances. Donc là, je me suis un peu planté, je suis désolé. Ma destination, ça ne veut pas pareil non plus. Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Bon, je ne vous parle même pas du week-end. C'est vrai que j'aurais pu mettre aussi une photo beaucoup plus crade. Vous savez ce que vous faites aujourd'hui? Vous gardez le même slip du lundi au dimanche. J'aurais pu le faire jaunir au fur et à mesure. J'ai pas osé. J'adore ce PowerPoint. Ma destination, elle ne se vend pas pareil à midi et à minuit. Par exemple, à Deauville, à minuit, si je veux boire un coup, je marche un peu. À midi, un peu moins. Alors c'est vrai que tout ça, ça va m'intéresser. Il y a un lien avec le numérique, on va le voir après. Allez, regarde Paul. Allez, hein. Ma destination, je suis sûr que je ne la vends pas pareil quand il fait chaud, quand il pleut, quand il neige, ou juste quand il fait beau. Et aujourd'hui, ça c'est concret. C'est concret, pas forcément dans le tourisme.
Aujourd'hui, vous avez la Redoute qui, sur des panneaux réels, concrets, en fonction de la température, donc d'une donnée extérieure qu'on peut interpréter, va vendre le même pantalon. Et les filles, hyper confortable. Moi, je l'ai en 8XL, la cartonne. Eh bien, moi, je l'ai acheté, il faisait 7 degrés. 7 degrés, il y avait juste un petit pull. C'est vrai que s'il fait -2, tiens, le mannequin ne va pas être habillé pareil. C'est intéressant de voir si vos vitrines vendent les produits de la même manière aujourd'hui. Vos vitrines physiques, mais vos vitrines numériques aussi. Peut-être qu'on a beaucoup plus de souplesse sur la vitrine numérique pour dire aujourd'hui, la météo est moyenne, tu sais, je crois que ça ne va pas être top, je ne vais pas te vendre la même chose. C'est exactement ce que je fais dans la vie réelle quand les gens viennent me voir à l'office de tourisme. Alors pourquoi on ne peut pas le faire dans le numérique? Pourquoi, tout simplement, ne pas reprendre le pouvoir sur vos contenus? On vous conseille, nous les premiers, de créer du contenu. C'est sympa de créer du contenu, mais maintenant, je l'affiche de quelle manière? Alors il y a des notions qui existent dans les cités. La notion de scoring, notion de point d'intérêt ou de seuil d'intérêt. Le terme n'est pas toujours le même, mais voilà. Est-ce que c'est un intérêt international, local? Ce qui est quand même assez intéressant aujourd'hui, c'est de voir, encore une fois, que le musée qui fait 150 000 visiteurs par an a le droit au même espace dans votre site internet, je parle en termes de taille, a le droit au même espace, encore une fois, que le marché de Saint-Paul-de-Truc, où je vais avoir 200 personnes qui vont être intéressées. Et je ne vous parle même pas du fameux loto du football club du samedi soir de Tréboulec en Bretagne bien connu. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de monter dans ce métro-là et de commencer avec l'Internet du mois. L'Internet du mois, on va s'arrêter 2 minutes à la station Truc Connect. Le Truc Connect, c'est quand même un truc excellent. C'est ce qui nous a permis, vous l'avez peut-être vu dans le blog itourisme.info il y a 1 ou 2 semaines, c'est ce qui nous permet de réinventer totalement l'espace perso. On parle d'usage utilisateur, Pierre nous parlait tout à l'heure. Voilà, quand je commence à saisir ma réservation sur un site classique aujourd'hui d'hébergement, j'ai 12 minutes devant moi, puis pour le peu que la session soit renouvelée, voilà, je l'ai dans le baba. C'est vrai que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir avec ces fameux trucs Connect, qu'est-ce qu'on entend par trucs Connect? Facebook Connect, Google Connect, Twitter Connect, tous ces éléments qui vont lier votre vie sociale numérique, votre aura numérique, comme dirait François Perrois, à un espace utile. Ça veut dire que là, on vous parle des réseaux sociaux, mais pas sur Facebook. C'est sur votre site internet. C'est comment connecter mon aura numérique qui est sur Facebook dans un site internet qui pourrait être le vôtre. Du coup, pourquoi on parle d'internet du mois? Parce qu'en fait, avec ce type de bouton, je vais sur TripAdvisor aujourd'hui. Si je connecte mon compte TripAdvisor à mon compte Facebook, il n'y a pas 2 personnes qui auront la même page de résultats. Ça, c'est hyper intéressant. Ça remixe totalement l'affichage qu'on peut faire de nos prestataires. Vous savez, il y a la fameuse exhaustivité. On en s'ouvre tous un petit peu. On essaye de lutter contre, et vous êtes motivés pour lutter contre ça. Là, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a un nouvel acteur, c'est le touriste et ses potes. L'aspect social qui est derrière tout ça. À partir de l'Internet du mois, et on l'a découvert dans une revue américaine où le terme était le me time, exactement pareil, c'est mon Internet à moi, c'est exactement ce qui se passe avec un smartphone. Là, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Je vais pouvoir faire, quand le touriste est sur place par exemple, je vais pouvoir faire un site de séjour, qui n'est pas le même que le gros, l'amiral, là où il y a tout, où je peux le filtrer avec des targets marketing. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'en m'arrêtant à la fameuse station site de séjour où la ligne Truc Connect et Internet de séjour se recroisent, je vais pouvoir faire un site Internet qui ne me donne pas une offre non exhaustive, une offre qui, idéalement, ça serait le top, on va y venir petit à petit, idéalement, qui soit commercialisable. C'est-à-dire qu'à 23h dans ma chambre d'hôte, il y a une visite guidée demain matin qui m'intéresse à 9h, je ne vais pas partir à 8h pour faire la queue pour être sûr de l'avoir à 9h. Si je peux le réserver à 23h dans ma chambre d'hôte, là, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on a un accès 24/24 à de l'offre qui n'est pas forcément que de l'hébergement. Alors c'est vrai que le discours est obsolète avec l'hébergement, mais avec tout le reste, on a encore une marge de manœuvre assez intéressante là-dessus. Un délai très court. Surtout pas votre site amiral. Votre site de séjour, un site de séjour, c'est fait idéalement pour répondre à la même question que dans la vie réelle. Je viens à l'office de tourisme. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Vous ne me prenez pas le site complet.
en fonction de plusieurs critères, en fonction de mon fameux profil, mon Internet du mois, entre autres, je vais filtrer l'information que je vais vous donner. Je vais vous suggérer de l'information. Le truc connect est hyper important. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a vraiment une voix. Pourquoi il est important? Parce que justement, je vais pouvoir garder en mémoire très facilement, en à peine 3 secondes, je vais me créer mon compte personnel sur votre site de séjour, avec mon Facebook Connect. Et à partir de là, je vous montre une capture d'écran d'un site qui n'est pas un site de séjour, mais qui a exactement le profil d'un site internet de séjour. Très visuel, je suis internaute. Neuneu, il y en a qui connaissent, hein. Neuneu, j'y connais rien, il faut être hyper pédagogue. Je suis internaute feignant. Feignant, j'ai pas envie de lire, encore moins en vacances. J'ai envie de regarder. Et internaute bigleux. Bigleux, c'est l'éloge du tactile. Il me faut des gros boutons, des grosses zones, un truc hyper simple. Je suis en vacances. Et sur ma tablette, j'ai besoin de trucs très visuels. On est avec mes amis autour, avec ma famille, et on va en profiter comme ça. Ce qui est intéressant avec Trippy, qui est un Pinterest, hein, une plateforme de photos sociale, vraiment dédiée au voyage. Ce qui m'intéresse, là, je ne peux pas faire de démo, mais quand je passe sur une photo, il y a un bouton, le I want. Et le plus important dans cette présentation, c'est le I want. Le I want va me permettre de dire, tiens, il est 17h, I want aller au musée de la mer, je vais cliquer sur I want y aller. À partir du moment où je fais I want y aller, je vais pouvoir interpréter cette donnée, moi, professionnelle. Je vais pouvoir dire, vous voyez, tiens, il y a 232 touristes qui want le musée de la mer. À partir du moment où ils want ça, on l'interprète comme de la donnée. On change de ligne. On passe gentiment sur du yield management version débutant. Et c'est là qu'on commence à mettre les DMO en DIM. Les DIM, c'est quoi en fait? Permettez-moi de vous introduire la Destination Yield Manager. Pardon, Paul. L'optimisation de revenus de la fréquentation d'un territoire. Un truc un peu dans ce style. Enfin, bon, je te laisse réfléchir à ça, puis on verra comment on le met en français. L'idée est laquelle? C'est que quasiment en temps réel, sur un site internet de séjour, mon musée de la mer, s'il arrive à plus de 200 utilisateurs, on va pouvoir faire une interprétation de ces données. On ne va surtout pas la laisser de côté. Et qu'est-ce qu'on va faire? L'alerte musée, à partir de 200 personnes, j'envoie un SMS au responsable des ressources humaines du musée. Cher ami, demain, c'est du Google Now, hein. Demain, il y a potentiellement 200 personnes qui déjà sont prêtes à aller dans ton musée. Je crois qu'il faut que tu t'y prépares. Pourquoi on l'a affiché en premier? Parce que demain, il ne fait pas beau. Donc on l'a mis en avant. Maintenant qu'il y a plus de 200 personnes qui y sont, qu'est-ce qu'on va faire? On va gentiment... Alors, on ne descend pas dans le sens... je suis gentil, moi, pas comme vous, là. On va descendre dans les résultats le musée de la mer. Il n'y a plus besoin de le mettre en avant. Beaucoup moins que le resto de trucs bidules, parce qu'en fait, je suis en train de remarquer qu'il est 17h45. Et à 17h45, ce qui serait pas mal sur mon site de séjour, c'est qu'en priorité, je vais mettre les restos qui, à partir de 18h30, proposent un premier service. C'est-à-dire que dans mon SIT, je suis capable de donner cette info. Et là, vous êtes meilleur que Google Adresse, Google Local. C'est quand même ça qui est très intéressant. Et le taf, il se fait dans le SIT. Dans le SIT et dans une approche humaine qui est derrière. Vous allez pouvoir anticiper des flux. Imaginez la valeur ajoutée que vous apportez à vos prestataires. Il n'y a que Google Now qui pourrait le faire, et aujourd'hui, il ne le fait pas du tout. Pourquoi on ne pourrait pas y aller? Et on va pouvoir optimiser donc l'affichage des offres, sans dire « Ah, tu sais, lui, il va gueuler parce que lui, il n'y est pas, alors que lui, il y est. » On a sans doute quelques critères intéressants là-dedans. Je ne sais pas si vous avez décroché. En 15 minutes, c'est très compliqué de poser des idées très conceptuelles pour le moment. Parce que la boîte de DIM, elle est vide pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est de voir avec vous si... C'est mon moment bigard. Je me fais mon Stade de France pendant une seconde. Ça serait pas mal qu'on mette le paquet sur cette notion d'optimisation de l'affichage de nos prestataires. Et derrière tout ça, quand même, ce qui nous intéresse, c'est un peu le discours qu'il y avait sur les personnes qui m'ont précédé, mes chers collègues, c'est que derrière tout ça, il y a un peu de mensana dim, sano. C'est vrai qu'on est pas mal. Enfin, franchement, moi, je pense que je vais me mettre au dim couleur, ça donne de belles jambes. Je vais m'épiler avant, il y a du boulot. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est de voir avec vous si on peut rester dans l'anticipation, dans l'innovation, si on peut être très réactif, si on peut être aussi sélectif. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Le numérique, sans doute utilisé pendant le séjour, va nous permettre d'aller encore plus loin.
Merci à vous. Je vais me moucher, je vais boire un coup. Et je laisse la place à mon cher Frédéric Soussin avec ses apinotes. Merci beaucoup, Pierre. Et entrée en musique de Frédéric Soussin pour ce dernier grand E-là. On a pris un tout petit peu de retard. Bonjour. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on vit dans une époque formidable. Je pense que vous l'avez déjà vu avec les intervenants précédents. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de possibilités aujourd'hui, et surtout à un moment où les choses deviennent encore de plus en plus passionnantes, parce qu'aujourd'hui, nos voyageurs, nos visiteurs, ils ont de plus en plus d'outils avec lesquels on peut interagir, et donc on a beaucoup plus de possibilités, de combinaisons intéressantes. Je commencerai par vous évoquer une chose, c'est que la semaine dernière, j'étais dans le Massif central, et j'étais en discussion avec un certain nombre de chefs d'entreprise et notamment une personne qui s'occupait de ce château, et elle m'expliquait ce qu'elle était en train de faire. Et elle m'a expliqué, la première chose qu'elle m'a dit, toute fière, elle m'a dit, voilà, je suis en train de refaire mon site web. J'ai dit oui, c'est bien, donc comment ça se passe, etc. Et puis elle m'a expliqué, et puis au fur et à mesure, elle m'a expliqué qu'elle n'était pas si sûre finalement que son prestataire avait bien compris son problème, qu'elle avait le sentiment qu'elle investissait, mais qu'elle ne savait pas très bien où elle allait, etc. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je comprends bien que votre site c'est fait pour faire venir, mais qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont là, pour les gens qui viennent dans votre château? Elle m'a dit, je les fais visiter, etc. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites au niveau numérique? Et là, elle m'a dit, que voulez-vous que je fasse? Et là, on a commencé à avoir une petite discussion autour d'un premier angle, il y en a plein d'autres, qui était intéressant, qui était justement, qu'est-ce que vous pourriez faire d'un QR code? Ah oui, les QR codes, je connais, je l'utilise. Elle m'a montré donc qu'elle avait son application pour lire les QR codes, mais elle n'avait pas imaginé les utiliser pour son château, pour arriver à mettre en valeur tel ou tel élément à l'intérieur du château, pour la visite, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu faire un petit brainstorming rapidement, et petit à petit, elle s'est prise au jeu, et elle a compris qu'il y avait plein de choses qui étaient intéressantes, auxquelles elle n'avait pas pensé préalablement. Elle n'avait pas donc joué avec cette combinatoire, parce qu'elle n'avait pas forcément été sensibilisée ou compris ces choses-là. Et puis à la fin, elle m'a dit, oui, finalement, regardez, elle a sorti de son sac sa tablette, donc elle était quand même branchée d'une certaine manière. Elle a dit, mais comment je peux faire des QR codes? Et là, on a installé un petit logiciel, je vous signale d'ailleurs QR After, qui est un super logiciel. Et donc, je lui ai montré comment on fabriquait un QR code, et elle a commencé à jouer avec ça, et elle a commencé à imaginer tout ce qu'elle pouvait faire. Et puis, c'est parti sur le questionnaire qui pourrait être rempli avant la sortie de son château, éventuellement un e-book qui pourrait être téléchargé directement par le QR code, etc. Donc tout un tas de choses, et tout d'un coup, son imagination s'est prise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis son imagination au service du visiteur pendant qu'il est avec elle, parce que c'est là qu'il va devenir réémetteur. On parle tous de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fonctionne d'autant mieux que l'utilisateur est content, et que l'utilisateur donc a des choses à dire, des choses à montrer, des choses à raconter. Et donc tout ça pour dire finalement qu'aujourd'hui, il y a peut-être un petit problème, c'est qu'il y a peut-être un petit retard à l'allumage dans la compréhension de ces choses-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont bougé, il y a tellement de technos qui sont disponibles, qu'on a peut-être des difficultés à imaginer tout ce qui est possible. Sachant que beaucoup de choses ont changé. Et qu'est-ce qui a changé? Eh bien, d'abord, le Web 2 change les règles. C'est-à-dire que le Web 2, il nous change aujourd'hui des règles assez fondamentales. C'est-à-dire qu'on est passé, alors très sommairement, du web bibliothèque universelle au web salon, donc celui où on se rencontre et on fait des choses. On est passé donc d'un web de consommation à un web de contribution. Ça a été dit plusieurs fois. Les gens veulent agir, les gens veulent contribuer, les gens veulent donner leurs idées, les gens veulent vivre finalement. Ils ne veulent pas seulement consommer de l'information ou consommer du site ou consommer de l'information. Et donc on est passé d'un web du moi face au web à un web du nous sur le web. Et donc ça change complètement les choses. Et aussi d'un web où on passait son temps à se séparer à un web dans lequel on passe son temps à être ensemble d'une certaine manière. On ne se sépare plus jamais. Et ça, c'est le gros changement qui est en train de passer au niveau du Web 2.0. Et donc là, on fleurit au niveau du web d'énormes possibilités, d'énormes combinaisons qui sont possibles, avec notamment la première d'entre elles qui est la mobilité. La mobilité qui maintenant est au pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même deux révolutions importantes ces dernières années.
2007, l'arrivée de l'iPhone qui change la vision que l'on peut avoir du téléphone, puisqu'on peut en faire plein d'autres choses, et qu'avec soi, on a finalement un ordinateur dans sa poche. Et puis 2010, la sortie de l'iPad, qui change aussi la vision qu'on peut avoir d'un terminal qui est toujours à sa disposition, avec un potentiel absolument incroyable, et surtout avec une offre logicielle absolument incroyable, puisqu'aujourd'hui, aussi bien sur Android que sur Apple, il y a à peu près 1 million d'applications qui sont disponibles. Et surtout, ça a amené à une chose incroyable, c'est qu'aujourd'hui, 2012, environ 2,5 milliards d'internautes, à peu près 1 milliard de mobinautes. On voit que sur 2013, on va plus que doubler le nombre des mobinautes, et 2014-2015, il y aura plus de mobinautes que d'internautes. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, les gens ont les outils pour pouvoir faire plein de choses, et donc il est important d'utiliser cette nouvelle puissance de feu qui existe pour dire mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'ils ont dans la poche ou tout ce qu'ils ont dans le sac pour pouvoir les utiliser de manière efficace. Et donc il faut donc repenser l'usage des mobiles, et pour ça il faut déjà commencer à vivre avec, c'est-à-dire que je crois que les uns et les autres, les acteurs, les responsables, les élus, il faut vraiment être avec ces outils-là pour pouvoir comprendre tout ce qui est possible, tout leur potentiel, parce que ces outils ne se découvrent que de l'intérieur, hein. De l'extérieur c'est un mystère, de l'intérieur c'est un miracle. Le miracle c'est que les outils nous parlent quand on les utilise. Donc plus on a d'heures de vol avec des outils, plus on a de sensations et de possibilités d'inventer les stratégies qui vont avec. Aujourd'hui, les stratégies qu'il faut inventer pour les 3-4 ans qui viennent, c'est les stratégies qui utilisent au mieux les mobiles qu'ont les visiteurs, parce qu'ils vont pouvoir utiliser plein de choses pour pouvoir faire ces choses-là. Et ce qui se passe, et c'est la chance que l'on a, c'est qu'on est devenus digitaux et autonomes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de geeks pour se mettre au numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr que les responsables informatiques, les développeurs, etc., ont une très grande utilité pour un certain nombre de projets stratégiques, mais pour les projets de communication, pour les projets d'échange, etc., on est vraiment autonome. On a la possibilité de tester des produits, on a la possibilité d'utiliser des produits qui sont en vente libre, enfin on peut même dire en vente, hein, ils ne sont pas forcément en vente, ils sont même gratuits, et on peut faire des choses absolument incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des choses avec ces objets-là qu'on ne pouvait pas faire il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire un 360 degrés du sol au plafond, je peux le faire avec mon téléphone, avec ma tablette, de manière très facile. Il y a 2-3 ans, c'était assez impensable, et sans avoir une optique complémentaire, bien entendu. On a tous des outils qui sont intéressants. Si je veux aujourd'hui faire une vidéo et faire un montage et le publier dans la foulée pour pouvoir le mettre sur le site, je peux le faire très rapidement. On a des outils qui nous permettent de produire rapidement des choses de bonne qualité. Si je veux créer des communautés privées ou faire des communautés d'intérêt, on va pouvoir le faire assez facilement. Et de ce côté-là, ce qu'on voit depuis quelques mois avec l'évolution de Google+, notamment depuis la fin de l'année, nous permet d'envisager des choses absolument passionnantes au niveau de tous les outils qu'on peut avoir. Et ce qui se passe, c'est que tout ceci est à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une planète qui distribue autant l'intelligence, qui distribue autant la connaissance, qui nous donne à tout point. C'est-à-dire qu'on peut tout savoir, quoi. Grosso modo, à condition de formuler une question, on aura la réponse. Avant, on était dans un monde où tout se cachait, où finalement les choses étaient enfermées. Pas forcément parce que les gens voulaient les cacher, mais parce que les outils de communication ne nous permettaient pas de les échanger assez rapidement. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose à l'autre bout de la planète, on peut être au courant le lendemain, parce que la personne a pris le soin de communiquer, puis qu'on va pouvoir y accéder, et que si on a un système de veille absolument efficace, on va pouvoir y accéder. Et donc, on passe d'un monde secret, d'une certaine manière, ou un monde abstrait, à un monde du partage permanent. Et donc, si on s'intéresse à certains sujets, on va pouvoir trouver forcément les références qui nous intéressent de façon efficace. Sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas le secret qui est important, c'est la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que si je suis capable d'avoir une bonne information, je vais être capable de pouvoir la mettre en œuvre rapidement, et c'est la vitesse d'exécution qui prime. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop passer de temps à couper les cheveux en 4. Je crois qu'aujourd'hui, il faut agir très rapidement, expérimenter sans arrêt et tirer les enseignements très rapidement pour pouvoir savoir ce que l'on généralise ou ce que l'on annule. Ensuite, ce qui est assez important, c'est que tout devient simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, et c'est pour ça qu'il y a peut-être une ambiance qui est de dire « ouais, mais vous comprenez, ça va vite, etc. » En fait, c'est vrai que ça va vite. Mais par contre, on n'a jamais eu des outils aussi simples. Aujourd'hui, quand on a un téléphone ou une tablette, quand même, c'est pas sorcier. On peut dire qu'un enfant de 3 ans, une personne âgée ou même un élu peut utiliser un outil comme celui-là. C'est-à-dire que quelque part, on a des outils qui sont absolument des outils qui sont très simples. Et la chance qu'on a, c'est que les décideurs aujourd'hui peuvent s'approprier ces outils de manière fluide et de manière efficace, donc peuvent éprouver les choses dont on leur parle. On n'est pas en train de leur parler d'un objet qui est extérieur à leur vie, on est en train de leur parler de quelque chose qui est dans leur quotidien. Donc aujourd'hui, on peut dire que les uns et les autres, on est à parité d'outils parce que les outils deviennent plus simples et qui sont utilisés à la fois par les gens que l'on a à convaincre, éventuellement il y a une hiérarchique, les gens avec lesquels on a à pousser des offres, donc les clients, les utilisateurs, et puis les gens dans les équipes, etc. Donc là, on a des outils qui seront de plus en plus simples et de plus en plus efficaces.
Et donc, on n'a pas de complexe à faire, même si, bien sûr, la vitesse d'exécution des générations Y est ce qu'elle est, mais quelque part, toute personne aujourd'hui est capable de fonctionner avec ces choses-là. Ensuite, tout est presque gratuit, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, les choses ne coûtent pas vraiment cher. On n'a pas besoin d'aller chercher des emprunts colossaux pour arriver à développer un certain nombre de technologies. Bien sûr, certaines technologies ont encore un certain prix, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment en distribution libre. Et quand on voit d'ailleurs le modèle de revenus des gens qui sont aujourd'hui sur le Web 2.0 et sur la mobilité, on comprend à quel point les modèles de revenus ont changé. Comprenez que, je ne sais pas, des boîtes aussi aujourd'hui successful que Dropbox ou qu'Evernote ont les uns entre 70 et 80 millions, les autres entre 100 et 110 millions d'utilisateurs gratuits. Et on se dit, mais comment ils font pour gagner leur vie avec des utilisateurs gratuits? Parce qu'ils ont compris que la gratuité était quelque chose qui leur permettait d'avoir des prospects, et les prospects, c'était quelque chose qui leur permettait d'avoir des clients derrière. Et donc, comment est-ce qu'on fabrique du prospect avec le gratuit? Voilà une question qui est importante. Et aujourd'hui, si vous voulez, ces plateformes, par exemple, ont à peu près entre 3 à 5% de gens qui passent d'un service gratuit à un service payant, et ça leur suffit largement pour être très riches et pour certains entrer en bourse. Donc ça veut donc dire quelque part qu'il y a aujourd'hui une autre façon de regarder la notion de gratuité, et peut-être une réflexion à avoir sur la notion de gratuité aujourd'hui dans les organisations, pour dire mais quels sont les services que je devrais mettre gratuits pour arriver à concentrer l'intérêt, pour arriver à avoir des flots de prospects qui arrivent et qui deviennent plus tard des clients. Les voies du succès dans tout ça, on peut essayer de réfléchir à comment on peut faire pour tirer parti justement de toute cette masse d'informations et cette manne d'outils que l'on a avec soi. Première chose, c'est qu'il faut devenir autodidacte. Rien de ce qu'on utilise aujourd'hui, rien de ce qu'on utilisera demain ne s'enseigne dans les écoles ou ne s'enseigne dans les séminaires d'une certaine manière. Donc il faut devenir autodidacte, il y a de l'information en ligne, il y a de l'auto-formation, et surtout la formation la plus importante, c'est entre pairs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se raconte des choses les uns les autres. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu utilises, comment ça marche? L'échange entre pairs devient quelque chose d'important. On a à disposition aussi des ressources en ligne absolument incroyables qui nous permettent d'apprendre ce que l'on veut, quand on veut, de manière efficace. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à sans arrêt remettre en cause sa connaissance et à s'ouvrir vers l'extérieur. Et deuxième chose qui est assez importante aussi et qui est liée au fait de devenir autodidacte, c'est qu'il faut être un veilleur hyper attentif. C'est-à-dire que plutôt que de surveiller les bruits de couloir ou les bruits intérieurs, il faut ouvrir ses oreilles et porter le regard sur ce qui se passe dehors. C'est dehors que c'est le plus intéressant, c'est pas dedans. Et dehors, c'est le plus intéressant, et si on met en place un système de veille efficace, avec ses alertes, avec ses flux RSS, malheureusement, on est un peu orphelin depuis 15 jours, depuis qu'on sait que Google Reader va disparaître des écrans, mais il y aura des choses en remplacement qui permettront de le faire avec autant de confort. Aujourd'hui, si on est un veilleur attentif, on est vraiment alimenté par des choses absolument passionnantes qui peuvent nous donner plein d'idées, qui peuvent nous faire réagir. Et pour cela, donc, l'idée, c'est d'arriver à dire que être veilleur, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait tous avoir nos 5, 10 ou 15 minutes de veille qui nous amènent à regarder ce qui se passe à l'extérieur, et les échanges qui vont s'en suivre pour dire bah, « tiens, tu as vu ce truc-là ?» pour qu'on puisse en discuter à l'intérieur, pour savoir ce qu'on peut en retirer et comment on peut prendre des initiatives. Donc la veille, c'est ce qui nourrit nos échanges. Et puis, il faut bien sûr être un vulgarisateur généreux, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, ce que l'on apprend, pouvoir aller le passer vis-à-vis de ces publics. Parce que quand on voit justement la masse d'informations que l'on doit ingurgiter pour arriver à y comprendre quelque chose, ce qu'il faut, c'est rediffuser, c'est être un passeur finalement, parce que les acteurs touristiques ont besoin qu'on leur explique un certain nombre de choses, qu'on leur montre du doigt, pas forcément qu'on les forme, mais au moins qu'on leur montre les possibilités. Parce qu'aujourd'hui, on est tous devant une forme d'analphabétisme numérique rampant qui est, on ne sait même pas ce qui existe, donc on ne risque pas d'en avoir besoin et on ne risque pas de l'utiliser. Et donc pour ça, il va falloir expliquer, il va falloir montrer les choses qui peuvent se faire, et pour rendre l'autre un petit peu gourmand et entreprenant, ce qui va être une chose qui va être importante et intéressante. Et puis, autre aspect qui va être important, c'est se brancher sur la pensée client. C'est-à-dire que la pensée client, c'est vraiment de l'énergie illimitée, hein. C'est le solaire du tourisme, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont... J'ai évoqué tout à l'heure le mot de consommation et de contribution. Aujourd'hui, le client veut contribuer. Le client veut être partie du jeu. Il veut discuter, il veut dialoguer. Donc, prenons sa parole. Intégrons-le dans nos réflexions. On a tous les outils pour cela, pour pouvoir dialoguer avec lui en permanence, lui poser des questions, lui faire lui tester des idées et évoquer un certain nombre de pistes, etc. Il peut être donc associé à des réflexions bien en amont et pas seulement une fois qu'on a bien réfléchi. Ça veut dire que le client aujourd'hui est une matière première, excusez-moi du terme,
en termes intellectuels qui peut être colossal. Il ne demande qu'à contribuer, il ne demande qu'à agir et qu'à être solidaire, en tout cas, des organisations ou des territoires sur lesquels il va. Et puis, je crois aussi surtout qu'il faut oser faire différent. Il faut oser faire différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des choses qui réussissent, mais s'il y a des choses qui réussissent, il faut faire autre chose. C'est-à-dire qu'il faut partir de cette réussite pour dire, tiens, on va essayer de franchir une étape de plus. J'étais il y a 15 jours à Barcelone et je visitais la Sagrada Familia, et ce qui était assez formidable, au moins dans cet aspect, un des aspects que j'ai pu capter, c'est que justement, Gaudí, il a dit, mais non, je veux faire une cathédrale, mais pas du tout comme les autres. Je veux faire quelque chose d'autre. Je veux aller plus loin, parce que sinon, si c'est pour faire comme les autres, c'est déjà fait, quoi. Donc, quelque part, aujourd'hui, compte tenu de la combinatoire que l'on a sous la main, compte tenu de la richesse que l'on a avec nous, il faut vraiment s'obliger à chaque fois à dire je m'inspire mais j'avance, je m'inspire mais j'ose autre chose, je m'inspire mais je prototype autre chose, parce qu'aujourd'hui c'est l'heure justement des prototypes où on peut vraiment oser des choses. Ça coûte pas cher d'essayer, ça coûte pas cher d'échouer aujourd'hui, nos échecs nous grandissent et nos échecs nous permettent d'avancer assez facilement, surtout que ça va pas aller très très loin. Et on voit aujourd'hui tout ce qui a été évoqué justement, c'est qu'il va falloir aujourd'hui prototyper plein de choses nouvelles, essayer plein de choses nouvelles, et ça peut pas se résoudre dans un bureau, ça ne peut pas se résoudre dans une discussion. On ne peut pas présumer de ce qui va se passer dans le réel, il faut aller dans le réel pour savoir ce qui se passe et pour pouvoir après en discuter. Donc, en conclusion, ce que je dirais de tout ça, c'est qu'on a un monde d'une richesse incroyable et que peut-être qu'on pourrait avoir peur de ce changement permanent, mais comme le disent les bouddhistes, rien n'est constant si ce n'est le changement. Donc ce que je crois, c'est qu'il faut se réjouir de ce changement, qui nous apporte la possibilité de nous renouveler, de trouver de nouvelles pistes, de trouver de nouvelles idées, de prendre de nouvelles initiatives. Il faut savoir que ce changement, il peut venir de n'importe qui dans les organisations, contrairement à ce que nous avons vécu d'entreprises pyramidales où l'inspiration devait venir du haut et la réalisation du bas. Non, l'inspiration aujourd'hui, elle peut venir de n'importe quelle personne qui a dans sa vie finalement un contact avec les technologies au quotidien, qui lui donne plein d'inspiration, plein d'intuition et qui peut lui permettre de faire un certain nombre de choses assez remarquables. Et il faut se réjouir de ce changement parce que justement, c'est ce qui nous permet de passer d'une vieille société un peu décadente à une nouvelle société un peu plus réjouissante, un peu plus intéressante, un peu plus motivante. Cette période de passage est un peu délicate, on le sait bien, elle n'est pas facile, mais elle nous amène vraisemblablement vers des choses absolument formidables. Et la dernière chose, je dirais que c'est que la chose qui aujourd'hui est évidente, c'est qu'il ne faut pas passer trop de temps à analyser les sujets en amont, il faut passer beaucoup de temps à tester les choses et les analyser une fois qu'on les a faites sur le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça c'est un dicton coréen qui dit le commencement c'est la moitié. Faisons les choses et après on voit que ça avance tout seul, on voit que les choses peuvent s'enchaîner, que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Alors, en conclusion, ce que je dirais, dernière conclusion, on n'a jamais eu autant d'outils formidables, on n'a jamais eu autant de technologies formidables, elles n'ont jamais été aussi accessibles et aussi simples. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous rêve et invente les utopies qui vont avec. Parce que je crains que nos utopies ne soient pas forcément à la hauteur des outils que nous avons à notre disposition. Bon courage et belles utopies. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup Frédéric pour cette conclusion donc de cette séquence de Grand Tela. J'imagine que vous en ressortez avec beaucoup d'idées. Une petite synthèse rapide, je viens aussi avec une tablette parce que si j'ai pas de tablette ça marche pas. Vous avez en gros 646 jours pour changer de slip, pour penser à l'expérience de l'utilisateur si vous ne changez pas de slip, pour repenser à l'intérêt général du slip. Et tout ça, vous pouvez le faire tous ensemble, avec vos collaborateurs, avec vos clients et avec des outils qui sont tellement plus simples aujourd'hui. Merci à Frédéric de nous l'avoir présenté. Donc, j'espère que vous ressortez de cette session avec plein de questions, avec surtout plein d'idées, avec surtout plein d'envies. Et vous avez maintenant jusqu'à 11h30 et notre deuxième série d'ateliers pour en parler éventuellement avec des exposants qui sont juste à côté, pour en parler autour d'un café, pour aller vous rafraîchir en bord de mer et faire en sorte que tout cela infuse doucement, tranquillement, pour demain, ce soir, rentrer avec des idées plein la tête. Merci à tous de votre attention et surtout, un grand merci à nos 5 intervenants que vous pouvez applaudir très fort, je crois.